Bonsoir tout le monde. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce dernier webinaire de l'AMSA cette année. Je m'appelle Jana Abinerkli, je suis étudiante en 6e année de médecine à l'USJ et actuellement interne à l'Hôtel Dieu de France. Donc, je vais brièvement ce soir vous présenter les troubles du sommeil. Pour ceux qui se demandent pourquoi je parle en français, la présentation ce soir se déroulera en français, mais le contenu du PowerPoint sera en anglais. Donc, je vous prie juste de garder vos micros éteints, sauf si problème technique, et de garder vos questions pour la fin. Et voilà, merci beaucoup. Donc, avant de commencer, juste au cas où vous ne le savez pas, voilà, donc l'AMSA, c'est une NGO, une ONG fondée par le Dr Zenam Kelzel, dans le but de sensibiliser le public jeune quant à la santé mentale et physique, ainsi que l'addiction. Cette addiction, c'est surtout dans le but de déstigmatiser cet aspect fondamental de la vie. Et donc, le sommeil en tant que tel, on l'entend souvent, il est essentiel pour la croissance des enfants, mais pas seulement. Dans la pyramide de Maslow, c'est un besoin physiologique essentiel de base. Si on y pense, on consacre 25 ans de notre vie au sommeil. Peut-être un peu moins avec le stress, le travail, les écrans qui diminuent ce temps, mais il y a même un International World Sleep Day annuel en mars 2023 cette année, et ce sommeil peut être altéré. Il provoque alors non seulement des troubles émotionnels, mais des troubles de mémoire, une diminution de l'efficacité au travail. En fait, un shift de 8 heures, par exemple, va augmenter le risque d'accident et d'erreur de 13%. Un shift de 12 heures augmente les erreurs et les accidents de 28 heures. Et on a également un risque accru d'accident de la route. Les études ont démontré que les personnes qui sont privées de sommeil ne peuvent pas elles-mêmes remarquer un déclin de leur propre performance, d'où elles décident d'aller conduire, par exemple, et des conséquences graves en découlent, comme les accidents de la voie publique. À noter que ce déclin de performance dû au manque de sommeil, il est comparable à une intoxication éthylique. Et en effet, rester éveillé pour 17 heures, par exemple, est équivalent à une concentration sanguine d'alcool de 0,05%. Au Québec, c'est la seule limite autorisée pour conduire. Et si on passe 24 heures sans dormir, cette limite atteint alors les 0,1%, excédant alors la limite légale imposée. De plus, le sommeil peut mener à des troubles cardiovasculaires et à un éventuel décès. Donc, en gros, aux États-Unis, près de la moitié de la population rapporte des troubles liés au sommeil. Il s'agit d'un nombre non négligeable. Alors, on peut penser aux causes de cette incapacité de dormir. Quelles sont ces causes-là? C'est des causes environnementales, psychiatriques, génétiques, liées aux substances ou aux médicaments. Et je vais parler un peu plus tard de ça. Mais avant cela, il faudra que je fasse un petit aperçu concernant le sommeil en tant que tel et ses phases, puisque notre sommeil, c'est un sommeil en cycle, des cycles de 90 minutes en moyenne, composés de deux états, le REM sleep et le non-REM sleep. REM pour Rapid Eye Movement en anglais, et le non-REM sleep, c'est la phase la plus longue du sommeil, qui englobe presque 80% du sommeil. Et ce cycle non-REM et REM est répété environ 5 à 6 fois chaque nuit. À la fin de chaque cycle, soit on se réveille, soit on répète ce cycle. Et donc, en fait, comment notre corps va évoluer durant ces cycles-là? Ce n'est pas un état constant. Et ce que vous voyez, c'est une polysomnographie, l'enregistrement des ondes du cerveau par l'EEG, les ondes oculaires électro-oculogramme, et le MG, électromyogramme. Donc, pendant le sommeil lent, ce sommeil il est divisé chez les adultes en 3 phases, N1, N2 et N3, en fonction de la profondeur du sommeil. On peut voir que les mouvements oculaires sont lents, ainsi que l'activité musculaire. Elles sont lentes et la fréquence cardiaque ainsi que notre température corporelle va commencer à diminuer progressivement jusqu'au stade N3, qui est le stade de sommeil profond, parce que le seuil d'éveil il est élevé. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un stimulus plus important pour être réveillé. Et ce sommeil-là, c'est le sommeil de bonne qualité. Donc, pendant le REM sleep, lui, est caractérisé par une atonie musculaire posturale, c'est-à-dire
voilà, elle est abolie. Et donc, les rêves surviennent pendant ce sommeil paradoxal. Et c'est là qu'on a des mouvements oculaires qui sont rapides, contrairement à l'atonie, et cela, je vais en parler à la fin de ma présentation. Donc, il faut savoir aussi que les besoins en sommeil sont très différents selon les individus, de 6 à 10 heures par jour, presque. Et les nourrissons dorment, obviously, une bonne partie de la journée, alors qu'avec l'âge, le temps total de sommeil, surtout le sommeil stade M3, il tend à se réduire et devient plus fractionné. Et chez les personnes âgées, ce stade peut complètement disparaître. Donc, en gros, je vais vous parler de l'insomnie, des éléments diagnostiques qu'on utilise, de l'hypersomnie et des parasomnies, ainsi que du syndrome des jambes sans repos, ainsi que brièvement des traitements. Je vais surtout m'attarder sur l'insomnie parce que c'est vraiment très fréquent et on le voit tous les jours. Donc, l'insomnie, en tant que telle, ce n'est pas uniquement une difficulté à s'endormir. Si on se réveille précocement ou si on a une impression de sommeil non réparateur, c'est aussi une insomnie. Donc, on ne parle pas vraiment d'heures de sommeil déterminées, c'est plutôt une qualité du sommeil. Et dans notre vie de tous les jours, il existe aussi des cours dormeurs, des personnes qui dorment moins que la norme, mais qui restent éveillées et énergétiques sans répercussion. Et ceci, c'est inné, ce n'est pas pathologique. Et dans le film Fight Club, un des personnages, il va décrire parfaitement l'impact de l'insomnie journalière. C'est une plainte vraiment très fréquente qu'on retrouve parmi nous et on peut tout simplement la prévenir par l'hygiène du sommeil dont je vais parler plus tard. Donc, voilà. Les causes dont je parlais précédemment, d'abord les causes psychiatriques. En fait, 40% des personnes insomniaques chroniques ont un trouble psychiatrique majeur et le plus souvent, c'est des troubles de l'humeur, un type de trouble bipolaire. Et puis d'autres causes, c'est les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles anxieux généralisés. La dépression, 80% des personnes déprimées sont insomniaques et vont rapporter une somnolence pendant le jour qui est excessive et pendant la nuit, une insomnie. On a l'insomnie psychophysiologique avec une anxiété anticipatrice à cause d'événements ayant survécu précédemment. Et les substances ou les médicaments, l'alcool surtout, on peut penser que l'alcool peut induire un sommeil, mais en fait, il est sédatif, mais il allège le sommeil. Donc, ce n'est pas vraiment un bon traitement. On a d'autres médicaments, des antidépresseurs qui vont donner de l'énergie, plutôt les amphétamines, les corticostéroïdes. Et les causes génétiques ou organiques, une simple douleur par exemple, peut nous empêcher de dormir. Un reflux, qui n'a pas eu de reflux pendant la nuit s'est levé, ne pouvait plus dormir. Les personnes insuffisantes cardiaques. Et la génétique, on a des maladies, mais qui sont vraiment très rares, par exemple l'insomnie fatale familiale, très rare, une maladie à prion comme le Creutzfeldt-Jakob, avec un traitement symptomatique sans vraiment un traitement qui va guérir, curatif. Et puis, on a à la fin des traitements environnementaux, des insomnies d'ajustement, par exemple, si une personne perd son emploi, un épisode émotionnel aigu, une mauvaise hygiène du sommeil, des comportements qui ne vont pas favoriser le sommeil. Cela, je vais en parler en détail. Donc, voilà, l'hygiène du sommeil, les comportements qu'on doit en fait adopter afin d'entretenir un sommeil de bonne qualité. Premièrement, le bain. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, en fait, il faut éviter les bains chauds. Si on veut prendre un bain chaud, il faudra le faire plus tôt, durant l'après-midi peut-être, pour avoir le temps de refroidir notre corps, parce que la chute thermique, c'est elle qui va nous aider à nous endormir. Le bain chaud va enlever cette fatigue qu'on a, et cette composante fatigue enlevée, ça va nous empêcher de dormir, plus ou moins. De plus, les gros repas, les repas copieux, riches en protéines, les protéines métabolisées vont donner de l'urée. L'urée, c'est une substance insomniante. De plus, un repas lourd va réveiller un reflux et va nous empêcher de dormir. Il ne faut pas manger tard le soir, idéalement 2 heures avant de dormir. Ne pas boire de l'alcool, comme je l'ai déjà dit, il allège le sommeil. Sédatif, mais allège le sommeil. Et voilà, donc les boissons caféinées sont à éviter. Elles stimulent le système sympathique, donc la production de cortisol, de toutes les hormones de stress. Et donc, de même, le sport, il est à éviter avant le coucher. Et concernant l'environnement propice au sommeil, alors quoi faire s'il faut éviter tout cela? On peut tamiser les lumières, diminuer le taux de lumière le plus possible, créer un environnement qui est calme
et n'utilisez le lit que pour dormir. Évitez de regarder la télé, par exemple, dans son lit. Créez un conditionnement, lit égale sommeil. Donc, booster la production de mélatonine, la substance qui va nous permettre de dormir, tant que possible. Concernant l'horaire veille-sommeil irrégulier, lui, il est nocif pour le sommeil. Les patients, par exemple, qui compensent leur dette de sommeil due à des couchers tardifs par des siestes, peuvent fragmenter ultérieurement leur sommeil nocturne. Et une option intéressante, le bouton snooze que plein d'entre nous utilisent, en fait, il est contre-productif et rendrait la personne plus fatiguée le matin. Le fait de programmer le réveil plus tôt, dans le but de rester au lit plus longtemps, de dormir quelques secondes, ça va troubler notre sommeil. On prépare notre corps à un nouveau cycle de sommeil et il est quasiment interrompu, ce qui va nuire au fonctionnement mental pendant la journée. Et comment cela? C'est parce que on prolonge ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. C'est une période de transition entre le sommeil et le réveil, et donc un état de somnolence qui n'est pas du tout réparateur. Et cette inertie du sommeil, elle est d'habitude de 10 minutes à 30 minutes. Avec le bouton snooze, c'est 2 à 4 heures un minimum. Et qu'est-ce qui se passe en fait du point de vue sécrétion de substances au niveau du cerveau et du corps? Quand notre alarme sonne pour nous réveiller, on a une sécrétion de cortisol et de dopamine. Donc, ceux-là sont responsables de l'attention, du plaisir, de la motivation. Et quand on snooze, on suggère à notre corps de allez, on va nous réendormir. Et donc là, notre cerveau va reproduire de l'adénosine et de la mélatonine qui vont, eux, nous assoupir. Et on fragmente notre sommeil, on se lève, et puis on détruit tout cela et on prolonge notre inertie du sommeil. Donc, en gros, il est recommandé de pratiquer une activité relaxante 30 minutes avant. Et finalement, concernant la lumière bleue des écrans, elle stimule, elle, fortement les récepteurs de la rétine. Et donc, on envoie à notre horloge biologique un signal de jour. Et on peut dire que ça va retarder l'endormissement et induire un retard de phase. On tarde à dormir. Deux mots concernant l'importance du sommeil en médecine. Un manque de sommeil, en fait, peut décompenser plusieurs états. Il peut déclencher une crise d'épilepsie, par exemple. D'autre part, en psychiatrie, on donne beaucoup d'importance au sommeil pour les orientations diagnostiques. On demande aux patients une personne qui ne dort quasiment pas, avec en même temps une euphorie, une énergie très excessive et des dépenses monumentales. On est plutôt orienté là vers un trouble bipolaire. Donc, comment on fait? Comment on diagnostique ces troubles-là? En fait, on a plusieurs outils. Partant de l'agenda du sommeil, on note nos horaires de veille-sommeil, les circonstances. On a l'actimétrie. L'actimétrie, c'est un bracelet qui va enregistrer nos mouvements et enregistrer donc notre rythme d'activité et de repos. Par exemple, là, en bleu, on a une activité, donc pas de repos pendant la nuit. Et en fait, là, c'est l'actimétrie d'une infirmière qui travaille pendant la nuit et cela est nocif pour son cycle sommeil-éveil. On a aussi l'échelle d'Epworth pour la somnolence, on peut l'utiliser. Et la polysomnographie dont je vous ai parlé, qui enregistre l'activité cérébrale, les mouvements oculaires, respiration et tout ça, avec un enregistrement vidéo possible. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on peut demander aux partenaires ou autres membres de la famille pour mieux identifier certains de ces symptômes. Finalement, avant que je parle de l'hypersomnie, on a tout un spectre en fait de maladies ou de cas qui peuvent nous donner une insomnie et une hypersomnie, dont l'apnée obstructive du sommeil. Désolée. Cette apnée obstructive du sommeil, elle est différente d'une entité qu'on appelle apnée centrale qui provient d'une lésion cérébrale. Mais en tout cas, c'est en gros une personne qui ronfle bruyamment durant le sommeil avec des épisodes de suffocation respiratoire pendant le sommeil. Donc, on a une chute en oxygène et la personne se réveille plusieurs fois durant la nuit en sueur, avec une soif, une fatigue matinale, une irritabilité, une somnolence au volant, dans l'embouteillage et une colère constante, avec une somnolence dans les réunions et des troubles d'attention et de mémoire. Et cette personne va s'endormir très tôt le soir. Donc, les facteurs de risque de cette apnée du sommeil, c'est surtout l'obésité, le tabac, le coût d'une circonférence qui est élevée. Tout ça fait que les parties molles de la cavité orale vont venir bloquer les voies aériennes et donc empêcher une respiration efficace. Et on peut un peu voir à droite, cette classification, c'est la classification de Mallampathie. Et plus on avance, plus l'airway est difficilement accessible. Et donc, ça pourrait favoriser alors
ce syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et le diagnostic, il est fait grâce à cette polysomnographie dont on a parlé avec les réveils et cette suffocation. Les traitements, eux, c'est en fait, ils peuvent aller jusqu'à une perte du poids, à l'utilisation d'une balle de tennis qu'on place dans le dos des gens. Et comme ça, ils ne dorment plus sur leur dos, ils dorment en latéral et ils évitent ce collapsus des voies aériennes. Aussi, nous avons des CPAP et BiPAP, ce sont des ventilations non invasives qui vont envoyer des pressions positives dans les voies aériennes et éviter, plutôt les maintenir ouvertes en fait. Voilà, donc rapidement l'hypersomnie. L'hypersomnie, c'est une tendance à s'endormir à des heures où l'on est normalement éveillé. Et en fait, la cause la plus fréquente, c'est tout simplement une dette de sommeil. Quelqu'un qui n'a pas dormi suffisamment va le faire le lendemain et il dormira plus ou elle dormira plus. Donc, d'autre part, on a une maladie, la narcolepsie ou le syndrome de Gélineau. En fait, un ensemble de symptômes, l'hypersomnie, la cataplexie, les hallucinations et les paralysies du sommeil peuvent ne pas tous être présents. Mais en gros, l'hypersomnie, c'est des attaques de sommeil. Quelqu'un qui s'endort brutalement 10 minutes jusqu'à 1 heure avec des cataplexies, donc une hypotonie, une perte de tonus comme celle qu'on avait évoquée dans le REM sleep, brutale, avec des émotions fortes associées, mais avec une conscience normale. La personne est totalement consciente, mais avec une émotion forte, va faire tomber son café, par exemple. Des paralysies du sommeil très importantes avec des hallucinations qui sont vraiment terrifiantes, font peur. Et une prédisposition génétique généralement à ce trouble-là. Donc, le traitement repose en général sur de courtes siestes, des siestes régulières et qui vont rafraîchir le patient, contrairement à d'autres causes d'hypersomnie. Pour parler un peu des power naps, les power naps sont recommandés pour 15 à 20 minutes en fait, vers midi, mais sans nécessité de s'endormir. Donc, une relaxation de stade 1, elle est très récupératrice et améliore la concentration, n'affecte pas le sommeil pendant la nuit. Donc, il n'est pas nécessaire de faire un cycle complet et de rentrer en sommeil profond, car on diminue en fait une substance qui s'appelle la substance S qui devrait s'accumuler pour entraîner le sommeil pendant la nuit. Les médicaments qui affectent la vigilance, dans ce cas, sont à éviter. Il faut travailler sur l'hygiène du sommeil, le support psychosocial, et si nécessaire, on peut utiliser des stimulants qui vont empêcher de dormir, comme les stimulants qu'on connaît, et les SSRI, les SNRI, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Puis nous avons le syndrome des jambes sans repos. En fait, c'est une compulsion, une envie irrésistible de bouger les jambes. Elle survient au repos et elle est soulagée par le mouvement. Elle est renforcée pendant la nuit, donc le patient n'arrive plus à dormir et elle est plus fréquente en fait chez les femmes que chez les hommes. Les causes, quant à elles, peuvent être héréditaires, peuvent être comme le diabète, les insuffisances rénales, les médicaments, des substances comme le café, l'alcool, mais c'est surtout un manque en fer. Et cette carence en fer, on la traite en fait de manière intense et on peut demander également aux patients d'utiliser du sudoku, de jouer à quelque chose pour ne pas penser vraiment à cette compulsion. Finalement, les parasomnies, dont je vais brièvement parler, ce sont des événements qui sont anormaux et liés au sommeil, des événements indésirables en fait, qui surviennent pendant le sommeil et qui impliquent souvent des comportements complexes et orientés dans un but déterminé, que ce soit en étant endormi ou au moment de l'éveil. Et ils surviennent soit pendant le non-REM ou le REM sleep. Donc, déjà, je cite juste l'épilepsie du lobe frontal nocturne. D'habitude, les non-REM, c'est des troubles héréditaires. On a les éveils confusionnels. C'est une apparence d'être réveillée, en fait, mais la personne est confuse. Donc, elle parle, mais elle parle sans avoir de sens, en fait. Les phrases n'ont pas de sens. Et les éléments déclencheurs, c'est surtout l'alcool, des substances ou des dettes de sommeil, une personne n'ayant pas dormi suffisamment. Le somnambulisme, l'individu va se réveiller pendant la nuit. On en voit souvent, on a tous entendu parler du somnambulisme. La personne effectue des comportements de la vie de tous les jours sans s'en souvenir le lendemain. Et en étant somnambule, on répond correctement à des questions.
on est bien. Mais il ne faut surtout pas les réveiller à ces personnes-là parce que elles s'agitent et donc il faut plutôt les guider vers leur lit doucement. Dernière entité dans le non-REM, c'est les terreurs nocturnes qui sont brusques et qui sont inconscientes. Elles se résolvent rapidement avec tachycardie, un cri très important et la personne est incapable de se souvenir de ce qui s'est passé. En fait, elle retourne dormir normalement sans se souvenir. Puis, le REM sleep, c'est surtout le REM sleep behavior disorder, en fait. Et puis, c'est un trouble du comportement en sommeil paradoxal. Donc, c'est surtout chez les personnes âgées. Et ça peut évoquer des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, par exemple, très fréquent chez les hommes plus que chez les femmes. Et d'habitude, c'est des personnes qui vont mimer leurs rêves. Donc, si c'est une bagarre dans le rêve, je vais mimer mon rêve en dormant. Et la personne évoque son rêve au réveil. Donc, il n'y a pas de problème. Et c'est dans la polysomnographie qu'on va voir qu'on a un REM sleep sans atonie, alors que normalement, on a cette atonie. Et c'est pour cela qu'il faut sécuriser le lit et arrêter les agents en cause si on a des médicaments comme des antidépresseurs. On peut donner de la mélatonine ou des benzodiazépines, donc des Xanax et tous ces médicaments, l'exotamine. Si les traitements que j'ai déjà cités ne marchent pas, mais il faut faire attention parce que ce sont des personnes âgées, donc on a un risque de chute et une amnésie en fait de manière chronique. Et il ne faut surtout pas oublier l'abus de substances, l'addiction en fait. Donc, en tant que traitement, on a la cause de l'insomnie, l'hygiène du sommeil, les thérapies cognitivo-comportementales, en fait, qui vont déconditionner les gens, enlever cette insomnie, et thérapie de relaxation. Les médicaments, en fait, la mélatonine, mais il ne faut surtout pas la donner au long cours, parce qu'elle peut provoquer, en fait, des céphalées, une somnolence excessive et tout. Les benzodiazépines, qui sont sédatifs, anxiolytiques, mais il faut faire attention, comme je viens de le dire, des troubles de l'équilibre, la confusion. Les utiliser au long cours va provoquer une dépendance, des troubles mnésiques. Donc, utiliser la dose la plus petite pour une période très courte et les éviter si on a des abus de substances ou certaines maladies comme les patients bronchitiques chroniques. Et donc, voilà en gros une bonne hygiène de sommeil, ce qu'il faut retenir, parfois dans le cadre d'une thérapie cognitivo-comportementale, c'est le traitement de première intention. Les troubles du sommeil sont assez fréquents dans notre entourage. Il faut utiliser prudemment les hypnotiques et les sédatifs, en particulier chez les personnes âgées. Et c'est tout. Donc, merci. Est-ce que vous avez des questions?